Jean-Bernard Maton, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans ton manoir, puisqu'on voit le portrait de ton ancêtre juste derrière. Non, en fait, c'est chez moi. Tu vas nous faire le récit des épisodes précédents, puisque, eh bien, il s'en est passé des choses. Il y a même du bon, c'est dire jusqu'où on va, mais il y a encore du mauvais, parce que quand il y a du bon quelque part, eh ben, il y a du mauvais pour compenser. C'est l'équilibre holistique de l'univers. Alors on va commencer par le bon, on va commencer par Saint-Jacques, où on se dit c'était un peu confus. La dernière chose que j'avais lu dans l'Indépendant, c'est de dire que l'État dit oui c'est vrai c'est réhabilitable. Mais ça coûterait trop d'argent, donc nous on laisse tomber. Donc on laisse tomber, et l'îlot va s'écrouler. Mais il y a eu la lumière, tu me disais, puisque toi tu étais à la Réunion, donc en préfecture, et la lumière vient du vénérable Sidja. Oui, enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bien sûr, j'ai Bon, résumé. je ne veux pas revenir sur l'historique, hein, Ouais. le fait qu'avec les habitants de Saint-Jacques, on a stoppé la démolition de l'îlot et toutes les négociations qui ont lieu par la suite avec le préfet, ses services, l'ANA, l'ANDRU, Mmh. la mairie, et le fait que le préfet a été d'accord avec nous pour Mmh. désigner un expert indépendant qui est venu donc en octobre-novembre et qui a rendu son rapport d'expertise sur l'îlot de Pwitch début décembre. Et depuis, nous harcelons le préfet pour qu'il organise une réunion de restitution de cette expertise. Donc l'expertise dit ce que l'on supputait, à savoir qu'il est possible de réhabiliter, mais on peut aussi démolir, reconstruire. Et la position du préfet, à partir d'un chiffrage qui reste à démontrer, est de dire que ça va coûter trop cher de réhabiliter et que donc l'État ne s'engagera pas dans cette voie-là. Le maire, lui, de son côté, nous a dit moi, je reste sur ma position, démolir, reconstruire, mais s'il y a un autre porteur de projet, je suis prêt à céder la parcelle pour un projet de réhabilitation. Donc ça, c'est la position du maire. Je lui ai quand même posé la question de savoir s'il le cédait gratuitement. Et il a dit non, non, pas question. Bien que je lui ai fait remarquer que pour la maison Combe-Jacomet, quartier de la Gare, qu'il a acheté 435 000 euros avec les deniers publics, il était prêt à la céder à l'euro symbolique à une association. Donc je lui ai dit, mais vous pouvez le céder à l'euro symbolique, cette parcelle de l'îlot Pwitch, pour faciliter les opérations suivantes. Et bon, il y a eu beaucoup d'échanges lors de cette réunion, où il y avait C'est une également réunion qui date de quand? une quinzaine de jours. Ouais. Et donc, bon, la date, je ne me souviens plus précisément, mais il y a une Non, quinzaine mais de on jours, s'en fout. peu importe. Il y avait également présent des gens représentant l'ANDRU, en tant qu'observateurs, qui doivent rencontrer les habitants, les associations dans les prochains jours. On en a déjà rencontré un d'ailleurs, des gens mandatés par l'ANDRU pour réfléchir aux opérations de réhabilitation, de rénovation de Saint-Jacques. Mmh. Et il y a également le directeur de l'office HLM, nommé assez récemment, donc Michel Sidja, donc l'ex-directeur de cabinet Voilà. du maire et président du conseil communautaire, qui lui a dit mais bon, je suis prêt à discuter avec vous pour un projet de réhabilitation et de reconstruction sur l'îlot Pwitch. Et depuis, nous sommes en négociation. Et donc, en fait, nous, on considère, que ce soit l'ASPAR, mais aussi les habitants de Saint-Jacques, on considère qu'on a le vent en poupe et Mmh. que, en fait, on a, jusqu'à maintenant, on a gagné sur toute la ligne. Et ce que l'on va donc tenter de négocier, en espérant que ça marche, mais il n'y a pas de lieu de le contester, c'est qu'il y ait un appel à candidature pour des architectes pour la réhabilitation de l'îlot Pwitch et la reconstruction de ce qui a été démoli, et notamment de la parcelle qui se trouve en contrebas, où il y a une dizaine d'immeubles qui ont été démolis, alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, en avril 2015. Donc voilà, sur l'îlot Pwitch, les choses s'annoncent pour l'instant plutôt bien, ce qui démontre que l'action commune à la fois des défenseurs du patrimoine et des habitants du quartier a été efficace et pour l'instant est plutôt un succès pour nous.
Alors, par ailleurs, tout ce qui est autour de l'université veut démolir parce que l'université a besoin d'espace vital, de Lebensraum, comme on dit en allemand, et notamment juste derrière, là, parce que donc ça donne sur la rue Rigaud, et derrière la rue Rigaud, en haut de la rue Rigaud, il y a la côte Saint-Sauveur, et donc on veut s'agrandir là, et en pétant des bâtiments qui vont très bien, parce qu'avant il y avait le prétexte qu'ils avaient eu un rhume, donc on pouvait les achever, et devant l'ancienne université, devant le bureau même du président de l'université, pour qu'il y ait un parvis pour pouvoir réaliser la parole de Jésus-Christ, aller par les monts et les parvis et donner la parole de Dieu. Je résume un peu. Donc, alors où on est, l'université veut détruire autour d'elle pour avoir de l'espace, quoi. C'est ça le fond du truc, ou c'est plus complexe? C'est beaucoup plus complexe. En fait, il y a plusieurs problématiques qui se juxtaposent, comme j'ai eu l'occasion de l'exposer par le passé. Oui, voir les En précédentes fait, interviews. actuellement, bon, nous savons que Perpignan est en secteur sauvegardé, ce qu'on appelle aujourd'hui le site patrimonial remarquable. Mhm. Le règlement d'urbanisme qui est en vigueur, c'est le plan de sauvegarde et mise en valeur, qui a été adopté en 2007, qui a été foulé aux pieds par la municipalité, puisque 80 immeubles ont été démolis, dont 20 qui auraient dû être absolument conservés. Donc c'est totalement illégal, je l'ai dit, répété, notamment à M. Amiel, qui avait menacé de me poursuivre en justice. Et il ne En l'a pas direct fait. de France Bleu Roussillon. Voilà, il ne l'a pas fait. Donc le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision en 2014 à la demande de la municipalité, parce que le plan de sauvegarde actuel est considéré comme un obstacle aux réalisations et aux modifications urbaines que souhaite mettre en place l'université. Donc là, on arrive actuellement, donc il y a une équipe qui a été désignée pour travailler sur cette révision, donc elle a mis un peu plus de 4 ans. Le projet, entre parenthèses, c'est une étude qui a quand même coûté 460 000 euros qu'on aurait pu dépenser à autre chose, parce que c'est une étude qui ne sert à rien finalement. Et donc le plan de révision est passé en commission nationale en 2018 à 2 reprises. Il y a eu un avis favorable, mais que nous contesterons, parce que l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a été donné dans des conditions tout à fait discutables. Quelque part, il y a une duperie des membres de la commission par les porteurs de projets, qui d'ailleurs n'étaient pas présents à la deuxième réunion qui a eu lieu en octobre, où le maire était absent, l'équipe de révision était absente, le président de la commission était absent. Cette réunion aurait dû être, à mon avis, annulée et reportée. Oui, il n'y avait pas le quorum, quoi. Si, il y avait le quorum, mais les représentants de la mairie et de l'équipe de révision et le président de la commission nationale étaient absents. Donc cette réunion aurait dû être annulée, à mon avis, et le maire a insisté pour qu'elle ait lieu. Et donc en fait, la commission s'est prononcée sans pouvoir poser de questions ou avoir de réponses à ces questions. Bon, voilà. Donc, et depuis le 11 mars, il y a une enquête publique qui est en cours, qui se termine après-demain, le 29 mars. C'est une enquête publique qui ne dure que 19 jours consécutifs, donc y compris samedi et dimanche, sur un dossier qui pèse au moins 1500 pages, avec de nombreux graphiques et avec beaucoup d'erreurs et de lacunes dans le dossier d'enquête publique. Ça, nous allons l'écrire. Et donc nous demandons dans un premier temps à ce que cette enquête publique soit prolongée d'une quinzaine de jours pour que les citoyens perpignanais puissent étudier le dossier et faire leurs observations. Parce que le commissaire enquêteur, à la fin de l'enquête publique, va rendre un rapport sur la base des observations qui auront été formulées par les Perpignanais, et il donnera un avis, soit un avis favorable, soit un avis défavorable, soit avec des variantes où il y aura des réserves. Et nous appelons les citoyens perpignanais à étudier ce dossier, à aller voir aussi sur la page Facebook de l'ASPAR, où on a un certain nombre de documents qui permettent d'éclairer les citoyens, et de s'exprimer, de demander la prolongation de l'enquête publique, mais aussi de faire part de leurs observations.
pour que le commissaire enquêteur donne un avis défavorable. Voilà. Et on a organisé une réunion publique avant-hier, où il y avait une petite soixantaine de personnes, pour informer les Perpignanais, parce que la mairie n'a organisé aucune réunion. Alors, il s'agit quand même... Est-ce qu'elle a un devoir légal de le faire? Non. Bon, ben voilà. Non, il n'y a pas de devoir légal. Il y a le devoir de la démocratie, de la participation des citoyens, de l'information des citoyens. Vous pouvez aller sur le site de la mairie, il n'y a absolument rien qui font de l'information, de l'explication, de la pédagogie, qui explique le projet pour le contester, en partie. Tout n'est pas contestable, mais il y a beaucoup de points qui sont contestables. Les seuls qui le font, c'est l'ASPAR. Et donc, à cette réunion, il y avait donc une soixantaine de participants qui ont pu être informés. Il y avait aussi, le maire, dans l'article de l'Indépendant aujourd'hui, le maire, on a l'impression qu'il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'il nous parle d'une passe. Il dit que le seul problème de la révision du plan de sauvegarde, c'est l'histoire de la passerelle qui concerne l'ancien palais de justice. Là, il fait une erreur, parce qu'il nous parle d'une modification qui a été faite en passé sur le plan de sauvegarde, qui est une modification secondaire, sur laquelle d'ailleurs je n'étais pas d'accord, mais il ne parle pas de l'enquête qui a lieu aujourd'hui. Alors qu'il s'agit là d'acter, de mettre en place un plan d'urbanisme qui va modifier radicalement le paysage du centre ancien, avec de nombreuses démolitions qui sont prévues, qui sont incompréhensibles. Et c'est ce plan, s'il est adopté, c'est ce plan d'urbanisme, ce nouveau plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui fera foi demain. Et donc il vaut mieux se battre aujourd'hui pour le faire, pour qu'il ne soit pas appliqué, qu'il soit modifié, hein, plutôt que de se battre demain contre ce plan qui aura été approuvé. Donc il faut aujourd'hui... donc il y a une mobilisation... il faut se mobiliser, on a jusqu'à vendredi pour écrire. Le vendredi après-midi, le commissaire enquêteur reçoit dans sa permanence, mais il faut surtout écrire par mail. Bon, vous allez sur le site de l'ASPAR ou sur la page Facebook de l'ASPAR, vous aurez le guide de bonne conduite pour intervenir. Alors, il nous reste à parler du théâtre, puisque le théâtre, il y a eu... Alors, ça fait 2 ans qu'il y avait des gens qui avaient commencé à se battre autour du théâtre, donc toi. Un an et demi. 1 an et demi, oui. Septembre 2000. Soyons précis. Et c'était un peu retombé dans l'oubli, et puis poum, là ça repart. Jean-Paul Alduy s'y est mis, ce qui a un peu secoué aussi les choses, puisque c'est un garçon qui attire un peu la lumière. Qui sait qui est d'autre? Bon, bah, toi, tu n'as pas changé d'avis, si tu veux, donc qui était déjà donc. Et donc les gens sont émus parce que les travaux ont commencé. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand en 2017, on dénonçait la transformation du théâtre, les gens n'y croyaient pas. Et ils sont aperçus que les cons, ça osait tout, c'est à ça qu'on les reconnaissait. Donc, quelle est la valeur légale des travaux, déjà? Le ministère de la Culture a râlé. Donc, où on en est? Alors, nous, pour ce qui concerne l'ASPAR, et pour ce qui me concerne, on n'a pas changé d'avis depuis 1 an et demi, à partir du moment où on a lancé l'action pour la sauvegarde du théâtre municipal. On avait prédit ce qui allait se passer, ce qui se passe aujourd'hui. À savoir que si on voulait utiliser ou transformer le théâtre municipal en amphithéâtre pour les étudiants, on changeait de catégorie, et donc ça nécessitait des travaux qui allaient nécessairement altérer la salle édifiée en 1812, un des premiers théâtres à l'italienne du 19e siècle construit en France, quand même, c'est pas rien. Et donc, on a examiné tous les marchés qui ont été passés par la mairie, la déclaration de travaux signée par le maire, donc qui a été affichée le 11 janvier dernier, et à partir de là, on a recommencé à mener la bataille d'explication, d'information et d'action pour préserver le théâtre. Parce que ces travaux, donc on en sait un peu plus maintenant, ces travaux, puisqu'il y a changement d'affectation de fait, ces travaux mis en conformité. Donc d'une part, ça va obliger à neutraliser le R+3, donc ce qu'on appelle le poulailler, de neutraliser
la salle Jean Cocteau qui ne sera plus accessible au public. Ça, c'est ce qu'imposent les règlements de sécurité dans le cadre de la nouvelle affectation. Et puis, on démolit le plancher en partie en bois, mais aussi, il n'y a pas que du bois, il y a une partie en bois du plancher de la grande salle, surcreusé de 80 cm. On va installer des toilettes un peu partout, notamment dans le hall, où on aura le hall est réduit à sa plus simple expression, parce qu'on y édifie des tas de sanitaires pour répondre aux normes exigées par l'utilisation comme établissement scolaire. Et puis on fait passer des tuyauteries un peu partout pour la ventilation et le chauffage, notamment dans les loges qui sont, elles, neutralisées, et sous les balcons, avec pose de faux plafonds. Donc on va modifier aussi là, à la fois l'esthétique de la salle, mais aussi l'acoustique. Et en plus, cerise sur le gâteau, le nombre de places de places assises qui est actuellement de 550 va passer à 350. Ce qui ne correspond d'ailleurs même pas à la demande qui était formulée par l'université de disposer d'un amphithéâtre de 450 places. Donc il n'y aura que 350 places. Ouais, voilà. Et donc, parce qu'ils n'en ont pas besoin d'autant. Donc, partant de là, l'ASPAR avait organisé un rassemblement, il y a eu une bonne centaine de personnes. J'ai écrit au ministre de la Culture sur les problèmes de changement d'affectation du théâtre, au préfet de région par rapport aux travaux, et également au préfet du département, pour lui faire remarquer que la déclaration de travaux qui a été déposée par le maire n'incluait pas tous les travaux qui étaient prévus. Donc, ce qui est quand même un peu préoccupant. Et nous avons déposé 2 requêtes au tribunal administratif de Montpellier. Une première que l'on appelle en référé d'urgence suspensif, c'est-à-dire pour suspendre la décision du maire, et une deuxième, une requête sur le fond. Voilà. Et donc la requête en référé d'urgence on a été en audience donc lundi matin. Je me suis rendu au tribunal administratif avec Olivier Poisson. La mairie était représentée par son cabinet d'avocat, Montpelliérain. Et au bout du compte, le juge, qui nous a bien écoutés, qui a compris la problématique, le juge, lui, a rejeté notre requête parce qu'en en fait, elle ne portait que sur la décision du maire, donc l'utilisation de la procédure de déclaration préalable, alors que nous faisions valoir qu'il aurait fallu un permis de construire, dans la mesure où le théâtre municipal est en catégorie 5 du plan de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier l'extérieur, la structure du bâtiment, mais on ne peut pas modifier non plus l'extérieur. L'intérieur, parce que tu as déjà parlé de l'extérieur une fois. L'intérieur et l'extérieur. Donc l'ensemble devait être conservé, peut être restauré, mais là, c'est des travaux qui affectent, qui altèrent et qui affectent l'authenticité de la salle. Et donc là, en fait, le juge n'a pas retenu, il n'a pas retenu, il a rejeté notre... Donc, moralité, ils peuvent continuer d'attaquer à l'intérieur. Cela dit, la mairie de Perpignan avait demandé, avait fait une requête pour demander à ce que l'ASPAR paye 2000 euros de dédommagement. Et là, sur ce point-là, le juge a rejeté la demande de la mairie. Donc, je dirais que c'est presque 0-0. On aurait bien aimé gagner, mais on savait très bien depuis le début que c'était vraiment sur le fil du rasoir, parce que le code de l'urbanisme, c'est extrêmement complexe, il y a des subtilités. Nous, on n'avait pas d'avocat, parce qu'on n'a pas non plus les moyens. Oui, parce que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, parce que les parties ne sont pas à égalité de juristes. Voilà. Donc, de toute façon, l'action continue, parce que la requête que l'on a formée sur le fond va être jugée dans un délai... Là, c'est pas du référé d'urgence, donc ça va durer peut-être dans quelques semaines ou plusieurs mois, on ne sait pas. Et dans l'intervalle, les travaux vont continuer. Donc, je signale quand même au passage qu'on va voir quelles actions on peut conduire. Il y a la pétition qui continue à circuler, qui a reçu déjà plus de 3000 signatures, donc il faut continuer à signer cette pétition. On la rajoutera à l'interview. Voilà, une pétition en ligne sur change.org qui s'appelle « Non au saccage du
théâtre municipal, parce qu'effectivement, ça va être, si les travaux sont menés à leur terme, ce que souhaite le maire, ça va être une catastrophe. Ce ne sera plus un théâtre. Il sera peut-être utilisé ponctuellement comme salle de spectacle, mais il aura perdu 200 places. L'intérieur sera modifié. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est que Et l'acoustique surtout. Si le maire faisait preuve de sagesse et écoutait un peu ce qu'on lui dit, parce que là, il y a une large union. Enfin, l'ASPAR a réussi à fédérer très largement. On le voit au niveau politique, mais c'est pas nous ce qui nous importe. On voit bien que tous les gens. Alors, les habitants, oui. Il y a aussi les habitants. Et le théâtre municipal, c'est quand même un point où les gens sont très attachés à ce lieu historique. Et je vois par exemple que tous les gens du conservatoire sont atterrés, parce que c'est une salle qui est remarquable pour son acoustique. Qui va être, alors là, ça va être ruiné. Oui, ce que disait mon ami violoncelliste Joël Ponce. Voilà. Donc il faut, si le maire faisait preuve de sagesse, il arrêterait les travaux. Et puis il fera appel à un architecte du patrimoine pour réfléchir à un projet. Pourquoi pas que ça soit utilisé pour l'université, mais il faut voir aussi dans quelles conditions, pour quelques conférences, quelques cours, mais que ça puisse rester une salle de spectacle, parce qu'une salle de spectacle, un théâtre à l'italienne, a besoin, quand les troupes viennent, il y a des décors, il y a des répétitions. Ça peut servir aussi pour les classes d'art dramatique du conservatoire, avec l'acoustique qu'il y a, c'est extraordinaire. Ça peut servir aussi pour les habitants du quartier, que ce soit Saint-Jacques ou le centre ancien. Il n'y a pas de lieu vraiment pour que les gens puissent s'exprimer au niveau culturel dans le centre ancien. Et donc c'est cela que l'on veut préserver. Et il y avait d'autres solutions, s'il y avait besoin de cet amphithéâtre de 450 places, ce ne sera pas le cas d'ailleurs. Il y a tous les endroits où il y a éventuellement des lieux disponibles. On vient de me dire que l'ancien bâtiment des Beaux-Arts était disponible puisque les Macédoniens avaient lâché l'affaire. Donc on en reparlera plus avant. Et puis il reste ce musée où personne ne va, le musée de l'Algérie française, au couvent Sainte-Claire, où il y a largement la place pour faire des amphithéâtres. Oui, même dans le quartier, il y a un certain nombre d'endroits qui pourraient être utilisés. En plus, oui. On pourrait éventuellement reconstruire. On a bien démoli place Joseph Deloncle en face du muséum. Oui, c'était... Voilà. Illégalement. Dieu merci. Mais cet espace-là, où si on a besoin d'un amphithéâtre, on peut très bien construire là un amphithéâtre. Il va y en avoir un autre aussi qui va être construit dans le cadre du projet Campus 2 Mailly, rue Côte-Saint-Sauveur. Il va y avoir aussi un amphithéâtre de 250 places. Donc il y a la place. Oui, il y a largement la place. Une dernière sur le temple protestant de 1876, et on ira manger parce que ça va être l'heure. Alors, toi, ce temple, donc c'est le plus vieux du département, le premier aussi, et donc, à ce titre-là, il est unique. Oui, enfin bon, c'est un ensemble. Hein, il s'agit de l'utilisation de l'ensemble du bâtiment Bourse du Travail. Quand on parlait de la Bourse du Travail, on intégrait quelque part aussi le temple dans le bâtiment, alors que le temple a été construit en 1872, je crois, et la Bourse du Travail était venue se greffer dessus, donc un bâtiment réalisé par l'architecte Léon Baille, qui veut aussi réaliser par exemple l'ancien hôpital de Perpignan, qui lui aussi a été malheureusement détruit avec ses pavillons. Donc là, le problème sur le temple protestant, moi j'ai écrit au préfet pour l'alerter, parce qu'il y a d'une part un problème de désaffectation, et puis il y a le problème de plus ou moins les fonds qui ont été accordés. 150 000 euros au prétexte, parce que c'est un prétexte, de la réhabilitation du temple d'Ornano au Moulin à Vent. Voilà, il y a une convention qui a été signée. En fait, c'est un peu du donnant-donnant. On libère le temple de la place Rigaud et moyennant quoi, on obtient des fonds pour faire des travaux sur le temple d'Ornano. Il se trouve quand même que... Alors, il faut d'une part que pour que les choses puissent... pour que les travaux puissent s'engager pour la bibliothèque universitaire, dans un premier temps, il faut qu'il y ait des affectations du temple, qui est toujours affecté.
Donc il y a eu une délibération au dernier conseil municipal pour saisir le préfet de la demande de désaffectation. Or, sous prétexte qu'il n'est plus utilisé, ce qui est faux. Au dire des protestants, il y a toujours le culte qui a lieu au moins une fois par mois. Tous les jeudis, il y a un culte du midi. Pour qu'il y ait des affectations, il faut pour tout édifice religieux, hein, c'est vrai pour les églises aussi, il faut qu'il ne soit plus utilisé pour le culte pendant 6 mois consécutifs. Bon, là, c'est pas le cas. Donc le préfet, déjà, ça va peut-être lui poser problème. Ils ont écrit au préfet, mais la lettre, il ne répond pas. Donc on pourrait peut-être te confier une lettre pour que tu lui donnes directement. Non, mais, moi, je lui ai écrit aussi au préfet. Ouais, à ce propos. Et il t'a répondu à toi? Non, pas encore. Je pense que le préfet est très... Problème avec le temple. Voilà. Je pense que le préfet, pour lui, ça doit être extrêmement compliqué, parce qu'il faut d'une part qu'il s'assure qu'effectivement, il n'y a plus de culte, et qu'il donc peut signer un arrêté des affectations. Et puis je l'ai alerté aussi sur ce problème des 150 000 euros qui sont, en vertu de la loi 1905, modifiée en 1942. Il y a un petit alinéa qui permet que les collectivités financent des travaux. Donc on pense plutôt que la jurisprudence interprète cela plutôt comme des travaux de grosses œuvres. Or là, pour ces fameux 150 000 euros, il n'y a aucun devis. Et dans la convention qui était signée par la mairie, il est précisé que donc la commune a déjà versé ces 150 000 euros. Et au fur et à mesure des travaux, le conseil presbytéral des protestants devra, au fur et à mesure, fournir des justificatifs de facture. Et puis au bout de 5 ans, on verra si tous les fonds n'ont pas été utilisés, ils seront obligés de les restituer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que là, d'ailleurs, il y a une entorse quelque part à la loi 1905. Et peut-être que les associations laïques devraient se pencher un peu sur la question. Parce qu'on ne délivre pas comme ça 150, ça ressemble un peu à une subvention. Les subventions sont interdites. La mairie peut éventuellement... Oui, parce qu'on agit pas de facture dans ces 150 000 euros. On finance des travaux par anticipation sans avoir de devis, sans connaître la nature des travaux, ce qui est quand même un peu problématique. Donc là, on attend la décision du préfet, un arrêté, et puis on verra bien. Nous, on n'est pas là pour empêcher l'université de s'installer en centre ancien. Nous, on est a priori favorable. Le problème, c'est que c'est un projet qui n'a pas été pensé, qui n'a pas été réfléchi, et au fur et à mesure des besoins, on essaie de dégager des édifices. Alors c'est le cas du théâtre, c'est le cas de la Bourse du Travail, et moi je pense que notamment pour la Bourse du Travail, ça a été une erreur. C'est une erreur parce que c'est un lieu historique, c'est un lieu de la mémoire et des luttes ouvrières et syndicales. Il ne faut pas oublier que c'est un type d'ultra-droite, le père Pujol, et que ça, secrètement, ça l'arrange de virer les rouges, quoi. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. À la limite, c'est pas le problème. C'est le problème de l'histoire et du patrimoine à Perpignan. Et là, faire partir la CGT, même si la CGT devait partir parce que les locaux n'étaient pas adaptés, peut-être qu'on aurait pu en faire... Parce qu'il n'y avait pas eu de travaux depuis les années 90. Hein. Oui, mais là, du coup, comme c'est fait pour l'université, ça va coûter quand même 3 millions, les travaux. Les 3 millions, ils auraient pu servir à réhabiliter, restaurer l'immeuble pour en faire un lieu de culture, de mémoire, d'histoire, avec le temple. Bon, voilà. Je pense qu'il y a une absence de réflexion, une absence de sensibilité aussi au patrimoine et à l'histoire de la ville. Et je trouve ça assez navrant. Jean-Bernard Maton, merci. Alors, on se donne rendez-vous. On rappelle que avant vendredi, il serait bien que les gens se mettent sur... Alors, ce plan, redis-le parce que c'est compliqué. C'est la révision numéro 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine du site patrimonial remarquable. Alors je comprends que c'est pour ça aussi. C'est pareil, ça rebute par avance, mais il s'agit quand même de ce que va devenir Perpignan demain dans sa structure urbaine, dans son bâti, en gros c'est pour les 20 ans à venir, et c'est ce qui fera, et c'est le règlement du urbanisme qui sera applicable. Donc il faut
il faut intervenir. Les citoyens doivent intervenir. Et donc, sur le Facebook de l'ASPAR, il n'y a toujours pas de site internet? Si, il y a Ah un bah, site ah internet. bah alors... C'est ouais. www.aspar. Alors, Aspar, c'est Ouais. ASPAHR. Ouais, .ouvaton.org. Non, c'est -ouvaton.org. d'accord. Et si vous tapez Aspar sur un moteur de recherche, vous trouverez la page. Donc il y a un certain nombre de documents. Alors on fait ce que l'on peut. On a des faibles moyens, mais bon, il y a quand même beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a une prochaine réunion publique prévue? Alors la prochaine initiative, c'est l'Assemblée Générale de l'ASPAR, Ouais. annuelle, qui aura lieu le 6 avril, le samedi 6 avril, Mhm. à 14h, au Centre culturel Jean Ferrat de Cabestany. Ouais. Donc le 6 avril, 14h, Centre culturel Jean Ferrat de Cabestany. Ça ne s'invente pas, c'est salle Jordi Perserdin, au Centre culturel. Comme le théâtre. Et donc, Municipal. et donc on débattra toutes ces questions et de bien d'autres, et des succès de l'ASPAR aussi, parce qu'on a quand même obtenu de la mairie de Perpignan le renoncement au projet de parc à thème à Château-Roussillon. On a obtenu que la maison Combe-Jacomet ne soit pas démolie. Donc ça, bon, il y a quand même quelques succès dans nos actions. Et je signale donc au passage que l'Assemblée Générale, donc tout le monde y est invité. Bon, seuls les gens qui auront acquitté leur Peuvent cotisation voter, oui. de 10 € pourront voter. 10 On euros, va ça va. élire un nouveau conseil d'administration et un nouveau bureau également. C'est des choses qui se font tous les 2 ans. Et puis l'Assemblée Générale sera suivie à 15h d'une visite du centre de sculpture romane qui se trouve juste à côté, qui est un lieu... Du maître de Cabestany. Voilà, autour du maître de Cabestany. Et donc on invitera donc les participants à l'Assemblée Générale à cette visite pour clore cette journée du 6 avril. Jean-Bernard Maton, merci. Merci.